avuga izina ryawe gusa cyangwa wumva indirimbo harimo n'abaguye ku ijambo Nous débutons notre émission avec cette belle chanson de Faustin Kabanza. Un grand hommage est mérité à l'artiste chanteur Kizito Mihigo, surnommé ou appelé par ceux qu'il aime, apôtre de paix, de pardon, de réconciliation et d'amour. Béni soit le pays où il est né, ainsi que cette belle région des grands lacs africains. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez tous les bienvenus sur nos différents réseaux sociaux de la RUCP Info et particulièrement sur notre chaîne YouTube, une émission qui va aussi être diffusée sur Boaké TV dans les prochaines heures. Nous sommes en direct à partir de Paris ce mardi 2 août 2022. Je suis Jean-Claude Mourindavi et dans quelques instants, mon collègue Emmanuel Senga, si tout va bien, pourra me rejoindre pour la présentation et le déroulement de cette émission. Pourquoi un régime autoritaire recourt-il à la désinformation et à l'intoxication médiatique? Pourquoi recourt-il aux intrigues, aux diversions et à la diabolisation à l'égard de ceux qu'il considère comme ses adversaires ou contre ceux qui ne lui accordent pas leur soutien? Le régime autoritaire est-il le seul à user de ces méthodes de paix glorieuses ou pas du tout catholiques? Et plus important, comment faire face à ces agissements malsains? Pour aborder ce sujet combien important et délicat, nous sommes avec trois invités que nous allons accueillir. Nous commençons par Maître Laure Ouassé. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir. J'avais oublié d'activer mon micro. Oui. On avait fermé les micros. Vous êtes donc bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la toute première fois sur nos réseaux sociaux. C'est un grand honneur. Maître Laure Ouassé, vous êtes en Belgique, avocate depuis 2014, 8 ans d'expérience dans le domaine. Il y a 2 ans, malgré les oppositions du régime du FPR, vous avez été choisi parmi les 10 experts scientifiques nommés pour assister la commission spéciale de la Chambre qui s'est penchée sur le passé colonial de la Belgique. Nous sommes avec Jean-Claude Mouito. Vous avez l'habitude d'être dans nos studios. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Jean-Claude, je suis très content d'être réinvité chez vous. Je salue tous ceux qui nous écoutent et nous suivent en direct et je serai très ravi de travailler sur le sujet parce qu'il m'intéresse pour plusieurs raisons. Je salue aussi les personnes qui sont sur le panel
et que j'ai la chance de connaître chacun des deux. Et ce sera très, très heureux de ma part de pouvoir discuter avec eux. Merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Jean-Claude Nkubito, bien placé sur le sujet du jour pour nous partager votre expérience et vos connaissances. D'abord, vous avez travaillé pour différents médias internationaux comme l'AFP et la BBC, mais aussi votre intervention sera pertinente au regard de votre expérience actuelle comme secrétaire permanent de l'IDPA, Initiative pour le dialogue et la paix en Afrique. Notre troisième invité, c'est Gustave Mbonyumutwa. Bonsoir, Gustave. Bonsoir, Jean-Claude. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Gustave Mbonyumutwa, vous n'êtes pas seulement réputé que dans le domaine du management qui illumine votre carrière professionnelle, mais vous êtes surtout connu dans les milieux rwandais et médiatiques comme activiste engagé des droits de la personne et membre et ancien président de Jambo SIBR de 2018 à 2020, l'association tant redoutée et régulièrement qui est la cible du régime de Kigali. Chers invités, sentez-vous à l'aise comme chez vous. C'est l'accueil que nous réservons toujours nos invités. C'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ce sujet. Et avant qu'on enchaîne avec le sujet du jour, d'abord, question inattendue, peut-être pour vous, mais question fondamentale à chaque citoyen, ce n'est pas que pour vous. Disons, pour être plus précis, que souhaitez-vous à votre pays, je vais dire votre pays d'origine, le Rwanda, parce que les attaches et les circonstances ont conduit certains d'entre vous à acquérir d'autres nationalités. Mais certainement, votre cœur bat toujours pour le Rwanda. Que souhaitez-vous au peuple rwandais? Très brièvement, en 2 phrases. On commence par Maître Loroissé. Ce que je souhaite pour mon pays, mon cher et tendre pays que je n'ai pas revu depuis mes 2 ans, c'est un état de droit. Un état de droit où chacun est maître de son destin, où on ne nous impose pas des décisions extérieures qui nuisent à chacun de nous tous, mais qu'on puisse tous ensemble aller vers le progrès, tous ensemble en étant unis. Merci, Maître. Et Gustave Mbonyumutwa, au peuple rwandais, vous lui souhaitez voilà, qu'il puisse vivre comment, vous lui souhaitez quelle valeur, vous lui souhaitez quelle vie? Merci pour la question très difficile, hein. Écoutez, parmi les valeurs principales que je souhaite à tous les Rwandais, c'est la confiance. Qu'il y ait une restauration de la confiance entre chaque Rwandais et chaque Rwandaise dans tous les secteurs et évidemment dans le secteur politique. Parce que des problèmes, il y en a eu, mais pour les résoudre, cela va se jouer grâce à la confiance. Et donc, s'il y a quelque chose que je peux souhaiter à tous les Rwandais, où qu'ils soient, c'est de retrouver ou peut-être de cultiver un peu plus de confiance entre eux. Je vous remercie. Merci, Gustave. Jean-Claude Nkubito, vous êtes un homme d'une longue expérience. Ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est même pas excessif. Et en plus, actuellement, vous exercez des fonctions au-delà d'un cadre national. Parce que, voilà, je l'ai déjà évoqué en vous présentant, mais vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à cette question. Voilà, cherté bien ordonnée, commence par soi-même. Là, on n'est que sur notre patrie, le Rwanda. Qu'est-ce que vous souhaitez au peuple rwandais? Écoutez, vous savez, un pays qui a souffert tout ce qu'il a enduré depuis longtemps,
un peuple qui est éparpillé un peu partout. Je souhaite le retour de tout le monde, au moins mentalement, chez soi, sans toutefois se présenter au Rwanda, mais se sentir chez soi, même en étant en Europe. Ça, c'est un. Je souhaite un pays où on trouve des jeunes comme Laure et Gustave, et c'est des jeunes, ils sont très jeunes, c'est par rapport à nous, de toute façon, c'est des moins de 40 ans, de les retrouver dans le pays en train de nous partager au peuple tout ce qu'ils savent faire parce qu'ils sont très compétents. Mais surtout, je souhaite une convivialité réelle où la paix ne se fait pas contre, mais avec. Je souhaite plutôt un pays où tout le monde est ouvert à son voisin, un pays où on partage le bonheur et où on évite ensemble le malheur. Il y a tellement de sujets, mais on ne peut pas. Est-ce qu'on va participer à cela? Je pense qu'il faut plutôt que tout le monde se sente engagé à y contribuer parce que vous faites maintenant, parce que nous faisons maintenant, et parce que peut-être que les jeux le feront dans l'avenir, mais nous devons aspirer à la paix pour tout le monde et une paix réelle. Merci. Merci beaucoup, chers invités. Nous commençons par cette question fondamentale et d'ailleurs, nous terminerons par la même. Cette fois-ci, vous allez vraiment mettre l'accent de ce que vous souhaitez à notre patrie, surtout par rapport à l'actualité du moment, par rapport à ce que les Rwandais endurent et vivent actuellement. Ce sera vraiment le mot de la fin. Comme ça, cette fois-ci, ce ne sera pas une question surprise. Alors, donc, nous allons parler justement de ces comportements, de ces agissements qui ont dessus pas mal de monde, les propagandes de diabolisation, de diffamation, d'intrigue, d'accusations gratuites, intimidantes, l'intoxication médiatique. Ce sont des méthodes, des agissements qui ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Donc, pendant plus de 2 décennies, ils ont fait parfois des ravages. Et vraiment pour en parler de manière à ce qu'on puisse avoir un miroir qui reflète ce que les Rwandais vivent actuellement, je pense qu'on peut regarder dans le rétroviseur et je vais vous demander, Jean-Claude Moubito, de garder la parole pour nous dire si, par exemple, quand je vois des écrits qui évoquent dans ce genre de méthode indigne, quand on évoque les noms comme celui de Monseigneur Augustin Misago, ce qu'il a pu connaître, quand on parle de ce qu'a pu connaître l'ancien président Pasteur Bizimungu, ou bien quand on évoque le nom de Joseph Sebarenzi, ou bien quand on évoque le nom de Diane Rwigara, Kizito Mihigo, Gérard Uraeneza et j'en passe, je vous demande, Jean-Claude Nkubito, parce que j'ai régulièrement vu des écrits justement qui faisaient allusion à ces noms pour en donner à titre d'exemple comme des personnalités qui à un certain moment ont connu aussi, ont enduré des attaques du genre diversion, diabolisation. Je ne sais pas si vous pouvez en dire quelque chose pour que si on parle de ce qui se passe aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre que ça ne date pas que d'aujourd'hui. Jean-Claude. Merci d'avoir obtenu la parole en premier, ce qui n'est pas très facile. En fait, le sujet est tellement important dans notre pays et même dans notre région que c'est très difficile de le traiter de façon que tout le monde, parce que quand on parle sur les médias comme ça, on est censé parler à tout le monde, un langage accessible à tout le monde, donc de l'aborder en sorte que tout le monde, tout citoyen puisse quand même comprendre le contenu. Donc, on va éviter
d'abonder dans le sens de la communication d'entreprise, parce que de toute façon, c'est une communication d'entreprise qu'ils font. Ils la font très mal, mais ils la font. Mais d'essayer au moins d'aller dans la culture rwandaise, parce que c'est mieux. Alors, vous avez abordé des cas de personnes, il n'y a pas que ça, c'est parce que c'est des gens très connus, donc Bizimungu était président, Misago était évêque, Sebalenzi était président du Parlement, mais ça touche pratiquement la grande partie de la population rwandaise. Vous nous avez limité au Rwanda, on va essayer de travailler au Rwanda, mais je vois la même chose dans certains pays en guerre, comme en Centrafrique. On a connu des cas similaires en Ouganda et même au Burundi, même au Congo, même si le pays est vaste. Moi, si on se focalise sur le Rwanda, moi, je vous dirais que depuis 90, le Rwanda est entré dans une guerre qui, militairement, a pris fin, mais qui, idéologiquement, n'a pas encore pris fin. Et ça va peut-être vous étonner, mais j'ai essayé d'observer, parce que de toute façon, c'est notre travail, aussi bien de journaliste que de défenseur de droits de l'homme et même de citoyenneté. La plupart du temps, les autorités rwandaises, dans tous les médias, ils passent tout le temps à s'expliquer, à se défendre. Ils n'ont jamais le temps de dire ce qu'ils ont pu faire dans la vie, plutôt dans le pays. Ils ne parlent jamais de développement. Chaque fois, ils se défendent sur le Congo, ils se défendent sur les droits de l'homme, ils se défendent sur les prisons. On ne les voit jamais, ou plutôt rarement, parler, comme les Européens le font, des progrès du pays, de l'invitation. On voit de temps en temps des programmes, visite Rwanda et tout, mais quand le président Kagame est invité en Europe sur les chaînes internationales, chaque fois, il va répondre à des questions sur ce qui ne s'est pas bien passé. Ça ne se fait pas par hasard, c'est parce qu'ils ont cultivé une habitude de se défendre à tout moment et de se défendre par tous les moyens, même les plus sales. Alors, est-ce que ces moyens sont rwandais? Je dirais oui et non. Oui, parce que les Rwandais, ils sont de culture orale, ils ont tendance à parler, et parler dans les oreilles, ils ne donnent pas le temps à l'autre de s'expliquer. Mais en même temps, pour le moment, ce n'est plus de l'oral, parce qu'il y a les médias sociaux et il y a les médias aussi conventionnels qu'on connaît. Dans le passé, on utilisait la radio parce qu'elle était gouvernementale et tu pouvais bien y accéder si tu étais bien aimé par le système et pas si tu n'étais pas accepté. Maintenant, les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde, donc il y a une sorte de confrontation des oppositions, mais le gouvernement investit quand même. Enfin, le système, en tout cas, je ne pourrais peut-être pas dire le gouvernement parce que ce serait très malhonnête de dire qu'il y a un système installé de façon officielle qui s'occupe de ça. Je ne sais pas, j'entends de temps en temps des dignités rwandais qui invitent les jeunes à passer tout le temps à se battre sur les médias sociaux, mais je ne sais pas s'il y a une politique officielle, structurelle, qui invite des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux à insulter, à diffamer, à intoxiquer. Toutefois, je pense que c'est une approche très mauvaise pour l'avenir du Rwanda. Parce qu'on ne donne jamais la chance à chacun de donner son avis sur ce qui se passe, parce qu'on a peur non pas de ce qu'il est, on a peur de ce qu'il risque de dire. Et avant même qu'il parle, on anticipe sur un discours qu'il n'a même pas encore prononcé. Donc, on regarde l'or, on dit, mais elle est fille de qui? Elle est originaire d'où? Elle est de quelle ethnie? Alors, il va penser comme ça. Ça, c'est très dangereux parce qu'en parlant de paix, si tu essaies chaque fois d'attribuer, enfin, d'étiqueter quelqu'un et de lui trouver une image mauvaise, certainement, une couleur mauvaise à lui donner, c'est plutôt des préambules pour la persécution. Et la persécution aboutit au manque de paix parce que la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre, mais c'est plutôt même le sentiment personnel de chacun dans un pays où il vit, où il est né. Donc, vous me direz peut-être, on a essayé j'ai évité en fait d'entrer dans la communication d'entreprise comme science parce que nos auditeurs ne pourront pas suivre.
Mais en regardant en face de ce que nous voyons, nous avons tellement de médias sociaux regardés d'un œil favorable par le pouvoir rwandais et qui passent tout le temps à s'attaquer aux opposants aujourd'hui. Je pense que tout le monde partage l'idée et tout le monde le voit. Ces médias sociaux, normalement, comme ils font de la diffamation, de l'agression verbale, normalement, le pouvoir judiciaire devait s'occuper de ces cas. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ne font rien. Et pourtant, pour des gens qui ne sont pas téléguidés, qui n'ont pas l'aval du système, même quand ils touchent à rien du tout, on les attaque. Donc, moi, je dirais que le gouvernement, ou plutôt le pouvoir rwandais, a une main, peut-être pas très forte, mais elle a quand même une main dans ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on peut encourager ça? Est-ce qu'on peut réagir à ça? Alors, moi, je dirais que quand le gouvernement t'attaque, la meilleure façon, quand tu es un individu, parce que les Rwandais, on a tendance à croire qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ne parlaient pas. Mais ils savent, ils connaissent la vérité, ils vous laissent parler, ils se taisent, mais à la fin, ils vous montrent en fait, vous avez menti, ils se sont tus pour sauver leur peau, mais en fait, ils ne sont pas d'accord. Si demain, tu traites l'or de, parce que de toute façon, elle est là maintenant. L'or avait 3 ans en 94. Qu'on le dise quand même, parce que ça ne sert à rien de passer par des théories. L'or avait 3 ans en 94. Soit, de toute façon, aujourd'hui, l'or est nommé comme experte. Et la première chose à faire, c'est de la traiter de génocidaire. Écoutez, je suis désolé, mais le génocide a été commis dans le temps, à un moment bien déterminé, juridiquement déterminé et même pratiquement déterminé. Tu attaques un enfant de moins de 10 ans, tu as l'accusant de génocide alors qu'il n'avait même pas la capacité d'agir elle-même. À un certain moment, on se dit que les Rwandais se taisent, mais ils ne sont pas d'accord. Alors, tu vas traiter, parce que de toute façon, je suis désolé, mais je suis obligé d'utiliser les moyens disponibles ici. On a Gustave, il s'appelle Mbonyumutwa par hasard, mais parce que tout simplement son grand-père s'appelait comme ça, son père s'appelait comme ça. Et il y aura des gens qui vont passer tout le temps sur les réseaux sociaux en attaquant Gustave, qui n'ont jamais vu de leurs yeux. Rassurez-vous, Jean-Claude, nous y viendrons, nous y viendrons. Qui n'ont jamais vu de leurs yeux, qui n'ont jamais rencontré, qui n'ont jamais écouté, pour la simple raison qu'il porte le nom en fait de Mbonyumutwa et que peut-être il serait fils de. Bon, pour le cas d'espèce, c'est vrai, mais est-ce que tu as jamais rencontré Gustave? Est-ce que tu sais comment il pense? Est-ce que tu sais ce qu'il veut? Est-ce que tu connais ses projets de vie et même pour l'avenir du pays? Donc, je pense qu'à un certain moment… Jean-Claude, vous y reviendrez vraiment en y mettant même un grand accent, comme vous voulez, mais j'avais souhaité vraiment qu'on essaie de regarder en rétroviseur pour évoquer aussi ce qui s'est passé il y a quelques années, même des décennies ou 15 ans, pour qu'on essaie de voir cette arme qui est cette propagande de diabolisation, diversion ou même l'intoxication médiatique, si ça concerne justement voilà, ceux qui sont considérés actuellement comme n'apportant pas le soutien politique au régime actuel, ou bien s'il y a même des cas connus, j'avais évoqué même certains, et je voudrais, avant qu'on arrive justement sur l'actualité, sur ce qui est ce que l'on voit actuellement sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelques années, les réseaux sociaux comme le Twitter, il n'y en avait pas, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, la propagande était vraiment palpable et était très, très violente. Donc, je voudrais passer la parole à Gustave Mbonyumutwa pour qu'il nous en parle un peu par rapport à ce qu'il a pu voir ou bien ce qu'il a pu lire, parce que c'est quelqu'un qui se documente suffisamment. Si on part des exemples que j'avais évoqués, est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Par exemple, si je vous mets cette photo,
est-ce que ça évoque pour vous justement ces méthodes qui font l'objet de notre émission ce soir, Gustave? Bon, cette photo, merci de la belle question. Cette photo s'écarte un tout petit peu de l'objet de notre émission, puisque l'objet de notre émission, c'est de parler de ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Or, cette photo indique ce qui se passe dans la réalité et ce qu'il s'est passé très précisément contre Madame Diane Rwigara lorsqu'elle a essayé de se présenter aux élections présidentielles de 2017. Mais les motivations qui sont derrière le harcèlement dont a fait l'objet Madame Diane Rwigara, mais également le harcèlement dont fait l'objet un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux, eh bien, ces motivations sont les mêmes. Jean-Claude Nkubito en a brièvement parlé, mais évidemment, ce sont des motivations politiques pour essayer de continuer à asseoir le pouvoir idéologique du parti qui dirige le Rwanda actuellement, à savoir le FPR. Je crois que toute personne qui est un tout petit peu politisée sait que le pouvoir politique est une question d'image. Une question d'image que l'on se donne pour paraître comme la personne à même de diriger un pays, la personne qui est soit le protecteur, soit le sauveur, soit le héros, etc. Et dans le même temps, c'est l'image qu'on essaie de coller à ses adversaires politiques. Savoir des images qui sont très négatives, des personnes qui veulent détruire le pays, qui veulent détruire le peuple, qui veulent apporter la pauvreté, la violence, etc. Et donc, toutes ces méthodes qui sont utilisées à la fois dans la vraie vie contre les opposants qui sont au Rwanda, mais aussi sur les réseaux sociaux contre les rares personnes qui osent s'exprimer librement, eh bien, répondent à ce schéma de vouloir appuyer et légitimer le pouvoir du FPR. Soit on encense le FPR, ses dirigeants, en essayant de raconter qu'ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas faites, en essayant de raconter qu'ils sont les seuls capables de diriger le Rwanda, en occultant les mauvaises choses qu'ils ont faites dans toute leur histoire, ce qui est une partie de la propagande, ou alors tout simplement en détruisant l'image de leurs opposants par tous les moyens, en les traitant de criminels, de génocidaires, de négationnistes, d'enfants de génocidaires, etc., etc. Donc l'image que vous invoquez, elle est beaucoup plus grave, évidemment, que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir que cela répond au même schéma et à la même dynamique de vouloir asseoir un pouvoir dans les esprits des gens, afin soit d'encenser ceux qui sont au pouvoir, ou alors en détruisant l'image de ceux qui les contestent. Merci beaucoup, Gustave. Tout au long de notre émission, on va illustrer avec des exemples parlants, des tweets, voilà, des messages qui ont été publiés sur Twitter. Mais avant cela, Maître Laure Uwase, il y a 2 ans, vous avez été choisi parmi les experts qui se sont penchés sur le passé colonial de la Belgique. Et les oppositions se sont élevées contre votre candidature, et ce n'était pas le fait du hasard, et c'était des oppositions qui se sont manifestés dans les milieux de ceux qui soutiennent le régime actuel du Rwanda. Et comment avez-vous vécu cette période? C'est peut-être une période qui a été une expérience, même si c'est douloureuse, mais quand même vous pouvez nous en dire un mot, parce que ça a un rapport avec le sujet de ce soir. Maître. Je vous remercie, Jean-Claude. En fait, pourquoi est-ce que les régimes autoritaires utilisent la désinformation par différents canaux? Parce que là, on parle surtout des réseaux sociaux, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu avec les réseaux sociaux. Ça existait aussi
avant les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je faisais quelques recherches, je suis tombée sur un document qui parlait, par exemple, en 1995, des accusations qui avaient été portées sur l'abbé André Siboman. Donc, quel est le but et quel est l'impact que ça a eu sur moi? Et concrètement, c'était l'épuisement, en fait. En fait, ce genre de manœuvres ont pour but d'épuiser les opposants, ce que le régime, en tout cas autoritaire à ce moment, estime, enfin, qualifie d'opposants à ce moment-là. Et en fait, c'est de l'épuiser et de faire en sorte que tu te focalises que sur ça et sur rien d'autre. Donc, c'est-à-dire que j'ai été, concrètement ici, j'ai été nommée pour être membre des 10 experts qui devaient accompagner, en tout cas préparer le travail pour la commission spéciale parlementaire. Et donc, au moment où je devais me focaliser sur la rédaction du rapport, je devais en même temps répondre de ces accusations, de ces mensonges, de ces diffamations, pour rassurer, pour confirmer, même si, bien sûr, c'était clair pour tout le monde qu'il s'agissait de diffamation, il fallait quand même répondre par rapport à ce qui était dit. Et donc, ça fait qu'on arrive dans petit à petit, on s'épuise en fait. Et si on fait l'erreur de répondre aux multiples accusations sur les réseaux sociaux, par exemple, on se perd. On se perd tout simplement physiquement et mentalement. Et moi, par exemple, avec l'aide des personnes qui me soutenaient, j'ai décidé de ne pas répondre à ces accusations-là. Et donc, en un mot, oui, ça m'a épuisée, mais de l'autre côté, il y avait énormément de soutien. Et donc, moi, ce que j'ai retenu et le message que je voudrais faire passer aux personnes qui sont visées par Kigali quotidiennement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors derrière les rideaux, parce que ça, on n'en parle pas, mais il y a aussi énormément qui se passe derrière les rideaux, c'est de continuer, de ne pas perdre l'objectif qu'on s'est fixé et de ne pas perdre de vue qu'on a la vérité de son côté et que c'est au contraire en essayant de vouloir réfuter chaque chose qui est dite qu'on se perd et que pour finir, le régime autoritaire gagne. Merci beaucoup, Maître. Merci. Comme je le disais, on va parler de manière générale, comme Jean-Claude Moubito avait déjà développé ses explications. C'est d'autant mieux, surtout qu'une telle émission a pour objectif vraiment de contribuer à ce que chacun puisse mettre avant tout les valeurs humaines. C'est ça, le savoir vivre ensemble. C'est ça l'objectif de cette émission. C'est pour que toutes ces propagandes qui ont pour conséquence les haines entre la population, qu'on puisse vraiment, comment dirais-je, il n'est pas question que de condamner, mais aussi de montrer que ça n'apporte rien, pratiquement rien au pays. Alors, donc, mais ça ne nous empêchera pas quand même de donner quelques exemples, parce que ceux qui sont victimes de toutes ces méthodes, non seulement ils sont obligés vraiment de rester forts, mais en même temps, c'est pas quelque chose de facile. Je vais vous donner, Jean-Claude Moubito, un exemple, même s'il est en Kinyarwanda, mais vous allez pouvoir nous en dire quelque chose tout en développant, parce qu'on va pas s'attarder que sur des exemples, mais on aura chaque fois le temps de montrer quelques-uns, mais ça ne vous empêche pas de parler de manière générale cette problématique. Donc voilà, partons par exemple de ce tweet de M. Tom Ndahiro. Là, c'est une photo le jour où le journaliste Chuma Hassani
Dieudonné Nyonsenga, c'est le jour où il avait été libéré parce que actuellement il est en prison, arrêté et emprisonné pour la deuxième fois. Là, c'était au moment où il était libéré après le premier emprisonnement. Donc, pour vous, quand vous lisez un tel tweet, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je sais que vous n'êtes pas là pour juger, mais Je c'est ne au vais pas moins... juger les gens en tant que tels, mais ce qui m'embête, c'est que je connais les gens, en fait. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, d'ailleurs. Certainement que vous aussi, vous avez travaillé avec certains d'entre eux. Je vais dire celui qui a lancé le tweet. C'est des gens que j'ai connus sans avoir de telles attitudes. En tout cas, ils ne prenaient pas le temps de nous le montrer en tant que tel. Et je l'ai connu quand il travaillait comme commissaire aux droits de l'homme. Il savait collecter les données, il faisait que ça. Ce que je vois maintenant, ça m'inquiète parce que s'attaquer à des jeunes, vous savez, on a tendance, parce que ces jeunes, les Tiouma et autres, c'est des gens qui avaient à peine 2 ans en 90 en fait. C'est des gens qui ne connaissent d'autres régimes que celui du FPR. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que de temps en temps, on a tendance à parler des jeunes qui sont à l'extérieur du pays, mais on a des gens, des jeunes qui ont 25, 40 ans actuellement, qui n'ont connu aucun autre régime que celui du FPR. Et ces jeunes, vous les traitez de génocidaires. Moi, ça me rend un peu malade, mais en même temps, ça me fait penser à quelque chose. Donc, il suffit de regarder je vois tellement d'autres tweets que tu m'envoies et je ne sais pas lequel analyser. Oui, parce que vous évoquez les jeunes journalistes oui. Comme même Théoneste Nyonsenga, vraiment, ils sont jeunes, mais des gens, de très grands journalistes. Mais là, ce ne sont même pas qu'eux qui sont concernés. On s'attaque même aux grands médias internationaux comme BBC, VOA. Donc, voilà, la cible... Parlons quand même des médias. Oui. On nous y a tardé parce que quand on est dans les médias, il faut quand même parler des médias, notamment VOA et la BBC. Là, j'aime bien en parler parce que non seulement j'ai travaillé dedans, mais encore, je connais la valeur de ces médias pour les Rwandais. Il faut savoir que ces médias ont des émissions strictement populaires qui sensibilisent à la prévention contre le sida, qui sensibilisent contre la malnutrition, qui parlent de la sécurité sociale. Et ces radios ne sont pas payées par le gouvernement rwandais et pourtant, ils investissent dans des programmes qui essaient de sensibiliser la population rwandaise au bien-être, aussi bien social, mais rarement politique. Parce que les émissions comme Bazamuganga ou Urunana de la BBC, et il y a aussi des émissions de stressing qui essaient de recommander, qui cherchent les familles, qui font la recherche des familles pour les enfants, notamment la Voix de l'Amérique. Ces émissions n'ont jamais été contestées par le gouvernement rwandais ou par ses turiféraires. Ces émissions sont même soutenues, même si quelquefois on ne s'y attardait pas, ils en ont besoin en tout cas. En revanche, quand on aborde la politique intérieure du pays, c'est là qu'on a des problèmes avec les gens qui semblent parler pour le système. Mais abordons un peu la situation de front. Je pense qu'il faut catégoriser les gens qui diffament, qui intoxiquent. Il y a des gens qui, sans doute, ont un siège quelque part et se sont tenus peut-être financièrement, même moralement, par le système. Mais il y en a d'autres qui suivent sans savoir qu'en fait, sans être mandatés nécessairement. Et moi, ce qui me gêne, c'est beaucoup plus ces jeunes qui ne sont pas mandatés, mais qui imitent ce qu'ils voient, qui les ont pris comme modèle. C'est ces jeunes qui m'inquiètent. Parce que ceux qui sont mandatés par le système, à la limite, tu peux essayer d'aborder le système, de lui dire qu'il a tort, et il va dire à ses employés de laisser tomber ce qu'ils font. En revanche, ces jeunes qui commencent à être nombreux, qui ne sont pas nécessairement mandatés, je ne sais pas, vous envoyez même quand vous voyez sur les réseaux sociaux, quelqu'un, il ne vous connaît nulle part, il commence à vous insulter. Je ne crois pas qu'il y ait à la primature ou à la présidence. Donc, moi, je pense que ce genre de discours, quand il est tenu par des gens qu'on sait qui travaillent pour le système,
presque officiellement et qui sont même de temps en temps payés, à la limite, je peux fermer les yeux en me disant il faut aborder la source. Mais quand c'est les jeunes qui ont fini par être intoxiqués eux-mêmes et qui deviennent nombreux à verser dans ce genre d'intoxication, de diffamation et d'insultes, même d'agression verbale, moi, ça m'inquiète et je me dis qu'il faut quand même travailler sur cela. Il y a une question qui me vient en tête. Excusez-moi de vous couper la parole, Jean-Claude. Par exemple, si vous vous placiez comment dirais-je, si vous vous mettez en place d'un journaliste, lui aussi il est jeune, mais voilà, il fait correctement son travail, un certain William Nwari, et que vous voyez que vous êtes tagué dans un tweet comme nous le voyons, et que vous êtes comparé à une radio que tout le monde a pu connaître, RTLM, et que vous êtes comparé à une telle radio, et que vous êtes sur le territoire, et que vous exercez votre métier en respectant, comment dirais-je, la réglementation telle qu'elle est prévue, et que vous n'avez rien comme charge devant les instances judiciaires et que vous êtes traité comme ça, et que même les instances judiciaires comme RIB, comme comment dirais-je, le ministère de la Justice est tagué et que rien ne se passe et que la vie continue comme si de rien n'était après avoir été attaqué comme ça. Vous, comment vous pourriez faire dans une telle situation? Parce que vous êtes un homme expérimenté. C'est très pénible parce que ça nous est arrivé une fois en 99, je crois, en 2000. Et c'était difficile à gérer. Heureusement qu'à l'époque, il y avait des gens qui essayaient d'écouter. Je peux peut-être donner un exemple. On est allé une fois à la conférence de presse du vice-président, c'était le président Kagame actuel. Et on avait posé des questions, on était avec 2 collègues. Et à la télévision rwandaise, ils avaient mis des insultes en fait en bas de notre nom et en essayant même de mentir sur notre appartenance au niveau de médias pour essayer d'inciter tout le monde à se focaliser sur nous. Quand j'ai vu que tout le monde était traité de Imboni, d'ailleurs, c'est à l'époque le journal qui était banni, j'ai téléphoné au directeur de la télévision rwandaise, à l'époque qui était David Kabuye, le major David Kabuye. Et je lui ai dit, mais nous avons été tous à la conférence de presse. Vous présentez sur votre écran des têtes de journalistes. Seulement sur les 3 journalistes, vous mettez leurs médias qui n'en sont pas, parce qu'à l'époque, moi, j'étais à l'agence France Presse. Mouchaïdi était là pour coordonner l'action de la maison de la presse et Jason était effectivement à Imboni. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Ce que j'ai aimé, c'est que David Kabuya a tout simplement annulé. Il m'a dit, je t'assure que je ne suis pas du tout là-dedans. Il était directeur de la télévision nationale. Je ne suis pas à la base de ça et je vais supprimer, ils vont tout changer. Effectivement, ils ont tout changé. À l'époque, donc, on pouvait bien savoir à qui s'adresser parce qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux qui sont incontrôlables. On ne sait pas à qui s'adresser ici aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es tagué comme ça, par quelqu'un qui est intouchable parce qu'il n'y a personne qui le touche, à la limite, tu essaies de travailler, d'essayer de faire tranquillement de travailler comme il faut sur tes projets habituels. Pour le cas de la Voix de l'Amérique, il a un bon patron qui est fort, qui peut se défendre au plus haut sommet, ça va. Mais pour le cas de Nwari, je pense qu'à un certain moment, c'est une façon de l'étouffer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus travailler convenablement. C'est pénible. Et s'il y avait moyen de porter plainte, il devait porter plainte parce que c'est une atteinte à l'intégrité. Oui, c'était à titre d'exemple. Il n'est pas le seul à être. Et il n'y a pas que Nwari, il y a beaucoup de Nwari dans le pays. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans une telle situation. Il y a des gens qui se permettent d'insulter et d'agresser tout le monde. Personne ne dit rien. Mais je pense que la meilleure façon de réagir individuellement, c'est de ne pas y prêter attention parce que c'est une façon de t'étouffer, de t'empêcher de travailler. Tu continues à travailler, mais en respectant les normes, pas en te vengeant. Et on va voir, parce que dans l'avenir, je vous en parlais la fois passée, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que le gouvernement rwandais puisse mettre en place une vraie autorité des médias qui puisse sanctionner aussi bien les médias conventionnels mais aussi l'emploi des réseaux sociaux, je pense. On avait essayé de travailler là-dessus, mais
on attend. Moi, je ne suis pas découragé, mais avant décembre, on aura fait quelque chose. Oui, donc on a vu plusieurs exemples, vraiment des journalistes qui ont été violemment attaqués, même aussi c'est sur les réseaux sociaux, mais ça reste quand même violence. Alors, Augustin Mbonyumutwa, vous avez par exemple connu, tout le monde qui suit sur les réseaux a pu voir comment, par exemple, la journaliste Agnès Suimana Nhoussi a été violemment attaquée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que là, tout à l'heure, on va entrer en deuxième partie de notre émission où on aura à voir cette fois-ci comment faire face, que faire, comment vraiment réagir quand il y a vraiment des propagandes, de violentes, voilà. Et qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez des journalistes, surtout à l'intérieur du Rwanda, qui sont violemment attaqués, même si c'est sur les réseaux sociaux? Mais il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est la terreur. C'est la terreur que continue de propager le pouvoir en place d'une façon ou d'une autre. Hein, parce qu'il y a effectivement ceux qui travaillent pour les organes de répression et de terreur du pouvoir, des organes qui sont chargés officiellement de missions comme l'information ou la formation, l'éducation civique, de beaux énoncés comme cela, mais derrière, ce sont des gens qui sont chargés de terroriser toute personne qui ose critiquer le pouvoir. Donc oui, cela inspire que nous sommes dans un système de terreur d'une façon ou d'une autre. Il y a une terreur qui s'effectue de manière beaucoup plus subtile, qu'on ne voit pas. Et puis il y a celle qu'on voit à travers les intimidations sur les réseaux sociaux et les exemples que vous avez montrés en Kinyarwanda, où le fait d'exposer quelqu'un sur Internet en le taguant et en mettant des insultes, des qualificatifs très révoltants et parfois même très terrorisants, c'est pour empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. C'est Laure qui a parlé tout à l'heure de comment elle s'est sentie lorsqu'elle a fait l'objet de cette campagne-là. Mais pour répondre à votre question, il ne faut pas chercher ailleurs que dans des pratiques de terreur pour terroriser toute personne qui ose aller à l'encontre du programme officiel ou qui critique ce que fait le pouvoir en place. Oui, Gustave, nous avons vu à titre d'exemple des tweets qui attaquent directement votre association Jambo ASBR. Pourquoi vous êtes régulièrement attaqué? Vous êtes quelqu'un qui publie, mais vous pouvez, parce que vous avez d'autres obligations, d'autres préoccupations de la vie quotidienne, vous pouvez même faire 1, 2, 3 semaines sans réagir sur les réseaux sociaux, ça peut arriver, mais ça n'empêche pas, parce que nous, on essaie de suivre, ça n'empêche pas que votre nom est régulièrement dans les tweets de ceux qui prétendent être aux côtés du régime actuel. Vous êtes toujours tagué dans les tweets. Pourquoi vous êtes, en tant qu'association qui lutte en faveur des droits humains, comme vous le dites, pourquoi vous êtes violemment, il faut le dire, violemment attaqué? Pourquoi? Pourquoi vous? Bon, spécifiquement, pourquoi nous? La question est un peu, la réponse est un peu dans votre question. C'est parce qu'on continue de s'exprimer. Il n'y a pas que Jambo, il n'y a pas que moi-même, mais vous aurez remarqué que toutes les personnes qui ont réussi à construire une certaine audience ou une certaine notoriété auprès du public rwandais ou des amis du Rwanda sur les réseaux sociaux et ailleurs, eh bien, toutes ces personnes-là sont attaquées systématiquement. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a au Rwanda un programme gouvernemental, certainement officieux, mais dont on a des sources sûres, qui consiste à engager et à envoyer des jeunes, et probablement des moins jeunes, dans une guerre qu'ils ont appelée la nouvelle guerre rwandaise. Et donc, c'est la guerre qui se joue sur les réseaux sociaux et aussi dans certains médias en ligne,
publications sur Internet. Et cette guerre a pour objectif, un peu comme l'a dit Laure, une fois de plus, de faire taire les gens, de les terroriser, de les amener à s'occuper d'autre chose, d'oublier ce pourquoi ils ont décidé de s'exprimer. Et l'objectif final, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui critique le FPR. Oui, Et donc, merci. pourquoi Oui, Jambo allez-y. Asbel? Parce que Jambo Asbel ne s'est pas laissé intimider par ces pratiques depuis que ça a commencé, et ça a pris une certaine ampleur déjà à partir de 2016. C'est là où les premières campagnes sur les réseaux sociaux contre Jambo Asbel et ses membres ont réellement commencé. Ça a atteint un certain summum en 2018 et en 2020, mais rien n'a changé dans le chef de Jambo Asbel par rapport à son engagement et sa détermination. Et donc, évidemment, quand on fait face à un régime répressif, au lieu justement de chercher à comprendre pourquoi les gens continuent de critiquer, non, leur réflexe, c'est plutôt d'intensifier la répression, d'intensifier la terreur et de continuer à s'attaquer via les réseaux sociaux à toutes ces personnes dont nous faisons partie. Mais vous savez très bien qu'il y en a beaucoup. Et je pense que j'ai déjà vu quelques tweets où vous-même, cher Jean-Claude, vous avez été la cible parce que vous osez parler avec un certain franc, parler avec une certaine sincérité. Et cela, tous les régimes dictatoriaux ne l'aiment pas, évidemment. Merci, Gustave. Maître Laure Ouassé, on a vu parmi les tweets, il y en a où l'on voit une sorte de globalisation, stigmatisation, où on met un certain nombre de personnes dans un même sac. Ça vous surprend? Ça vous inspire quoi? Et vous, en tant que juriste, vraiment, vous pourriez aussi nous parler de ce qui va dans l'ordre du juridique pour qu'on puisse savoir vraiment est-ce que faut-il regarder, lire, tourner la page ou bien dans le cadre juridique on peut faire quelque chose comme on se dirige vers la deuxième partie, la dernière partie de savoir comment faire face à ce genre de situation. Comment appréhendez-vous vraiment ce genre de propagande qui, comme je l'ai dit, qui ne date pas d'hier, même si actuellement ça a accentué la suffrage rwandaise. Alors, en effet, il y a le constat qu'on essaye de prendre plusieurs personnes et de les associer en faisant croire que en fait, ils collaborent ensemble, qu'ils sont dans la même association. Concrètement, par exemple, pour Jambo, il y a régulièrement sur les sites de propagande du régime de Kigali, on voit qu'on va mettre 2-3 personnes qui effectivement sont membres de Jambo, d'autres qui ont été membres de Jambo mais qui ne le sont plus, et d'autres qui n'ont jamais été membres de Jambo. Et en fait, en le faisant, l'impression que j'ai, c'est de dire que toute personne qui ose agir comme eux sera mise dans le même sac et vous n'avez pas intérêt à vous approcher de ces personnes-là, ou en tout cas d'agir comme eux, sinon le même sort vous sera réservé. Et en effet, c'est de l'intimidation pure et simple, de la calomnie qui, calomnie, diffamation, et parfois aussi dénonciation calomnieuse, par exemple, aux autorités, comme ce fut le cas, par exemple, pour certains membres de Jambo lorsqu'ils ont décidé de participer aux élections, aux dernières élections, dont moi-même et dont Gustave. Si on est dans un état de droit, il faut porter plainte. Ça fait des années que ces méthodes sont utilisées et les personnes qui étaient plus âgées à l'époque ne savaient pas comment s'y prendre, et c'est vrai que la plupart qui étaient actifs avaient fait leurs études par exemple au Rwanda et ne connaissaient pas très bien comment est-ce que la justice belge fonctionne. Et ici, par exemple, au sein de Jambo, on a plusieurs membres, dont moi-même, qui avons fait les études ici et qui connaissons le droit. Et d'ailleurs, il
pour un peu aussi répondre à la question que vous aviez posée à Gustave, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on continue à attaquer Jambo, c'est parce qu'ils sont conscients que nous connaissons nos droits. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons décidé de porter plainte en janvier 2019, parce qu'à un moment donné, quand on sait qu'on est du côté de la vérité, quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher, alors il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce que ça permet au moins qu'il y ait un réel débat sur ces accusations-là. Par exemple, quand on dit que certains membres de Jambo, moi-même, nous sommes des génocidaires, alors que, voilà, moi j'avais 2 ans au moment du génocide, ça n'a pas de sens. C'est de la calomnie, de la diffamation, où en fait on va vous imputer, donc juridiquement, en tout cas en Belgique, c'est qu'on va vous imputer un fait précis, alors que on ne peut pas le prouver, ou que même la loi ne permet pas qu'on puisse prouver une telle chose parce que ça relève du non-sens. Donc à ce moment-là, il faut porter plainte et qu'il y ait par exemple un débat si on dit on est négationniste, ok, mais dites-nous alors où est-ce que nous avons nié le génocide. Et on voit très bien par exemple en Belgique, en France, ça se fait plus souvent et à chaque fois les mandataires du FPR perdent les procès, comme récemment encore. Mais en tout cas, on voit en Belgique qu'on n'ose pas porter plainte contre Jambo, par exemple. Donc, on va le dire, on va dire énormément de choses en se cachant derrière des pseudos. Et d'ailleurs, par rapport à cela, pour vous, ça se limite à l'intimidation? Pardon? Pour vous, ça ne se limite qu'à l'intimidation? C'est de l'intimidation, oui, c'est de l'intimidation. En tout cas, physiquement, je n'ai pas eu, je ne me suis pas sentie dans une situation, à un quelconque moment, où je pensais que ma vie était en danger. C'est vrai que j'ai reçu des menaces par moments sur Facebook, étrangement, de personnes qui habitaient par exemple en Suède, en disant si vous franchissez la ligne rouge, vous savez ce qui va vous attendre. Cette personne, je ne la connais ni d'Adam ni Ève. J'ai été voir les photos, je ne la connaissais pas. Mais en tout cas, justement, c'est l'impression que ça donne quand on voit toutes ces attaques, c'est qu'on se dit, mais à un moment donné, il risque aussi d'attaquer mon intégrité physique. Et en effet, on a vu, ça arrive. Mais en tout cas, ici en Belgique, je pense qu'ils sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire parce que les autorités belges sont très conscients des agissements des espions et autres qui sont envoyés par Kigali. Et donc, je ne pense pas qu'il faut avoir cette crainte-là de se dire on va me tuer. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut porter plainte, parce qu'une fois que ces plaintes sont déposées, on l'a remarqué, par exemple, des personnes qui utilisaient des pseudos, on a remarqué que ces personnes sont devenues beaucoup moins actives parce qu'ils se pensaient en fait protégés. Je ne sais pas ce qu'on leur dit quand on les incite à utiliser des pseudos, mais ces personnes ne sont pas conscientes qu'il suffit pour une autorité judiciaire de 2-3 petits mouvements et on sait ce qui est derrière ces pseudos-là. Et donc, le message que j'ai aussi à passer par rapport à ces personnes-là, c'est qu'ils doivent savoir que personne ne les protégera le jour où on viendra les arrêter parce qu'ils ont contribué à terroriser des personnes, à intimider des personnes par le biais de propos diffamatoires via les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Maître Laure Ouassé. Avant qu'on se dirige vers la fin de cette émission, vraiment pour que chacun puisse nous dire ce qu'il peut donner comme conseil à tout un chacun, parce que ces attaques que nous voyons actuellement, aujourd'hui, vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui est même sur le territoire rwandais, comme par exemple ce jeune qui s'est lancé en politique et qui fait tout son meilleur pour apporter sa contribution, Jean-Luc Moussana.
donc qui n'a pas hésité une seconde à dénoncer, par exemple, ce qu'il a remarqué comme propagande et des attaques violentes de ces derniers jours. Et il n'a pas hésité même à attaquer le président de la République lui-même pour lui faire observer la grandeur et la gravité de toutes ces propagandes violentes. Alors, Jean-Claude Nkubito, dites-nous, vous pensez que vraiment il ne soit pas urgent pour que les autorités quand même fassent quelque chose? Parce que c'est l'appel pressant de ce jeune homme qui est entré avec ses camarades de former un parti politique. Jean-Luc Moussana, comme vous voyez le tweet que je partage. Écoutez, je dois vous dire que pour le cas d'espèce, non pas pour le cas de Moussana, mais pour l'individu dont il parle, moi j'ai déjà envoyé un message au ministre Gatabazi parce que moi je fais mon travail par rapport avec les gens officiels, vous comprenez. J'ai envoyé un message au ministre Gatabazi, qui est le ministre de la gouvernance. Je lui ai dit, vous pouvez faire quelque chose. Je n'ai pas eu de feedback, mais je l'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a deux volets dans ce travail. Comment se tenir, comment faire quand on est attaqué comme ça? Si on est un individu, donc une personne tout lambda, et qu'on est attaqué par des gens de ce genre, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas prêter attention à ce qu'ils font et de continuer à travailler. Parce que de toute façon, comme on l'a dit Laure, en tout cas à l'extérieur du pays, il n'y a personne qui va vous faire du mal. Ils ne vont que parler, mais il n'y a personne qui va vous faire du mal. D'ailleurs, je ne le dis pas que pour le gouvernement, parce qu'il n'y a pas que, en fait, le gouvernement rwandais, ou même les gouvernements des voisins qui font comme ça. Nous avons aussi des oppositions et des opposants qui font ça. On n'a pas eu le temps de traiter de la question, mais on a quand même des médias de l'opposition qui passent tout le temps à diffamer aussi. Et quand tu es dans une telle situation, tu te diras, comme ce qu'ils disent n'est pas ce que je fais, donc ce n'est pas de moi dont ils parlent, je continue mon chemin, je m'en moque. Il faut apprendre à se dire, OK, il y a mon nom, c'est Moulindavi, Jean-Claude, tout le monde on peut avoir plusieurs Rwandais qui s'appellent comme ça. Ce qu'ils disent, comme moi je ne suis pas dedans, je suis désolé du propos, mais je m'en fous. Ce n'est pas moi, il ne s'agit pas de moi, je continue mon chemin. Alors, il y a aussi quand tu es attaqué comme une association, parce que les associations, ils ont quand même d'autres activités à faire qui exigent quand même qu'elles soient responsables de leurs actes et même de leur positionnement. Là, tu peux faire un communiqué officiel sur ce qui a été dit, mais sans y traîner. Mais en tout cas, individuellement, si c'est Laure qui est attaqué, si c'est Gustave qui est attaqué, si c'est Jean-Claude qui est attaqué, la meilleure façon de réagir, c'est de ne pas prêter attention à leur poison. Parce que de toute façon, de l'extérieur, en tout cas, ils ne pourront jamais faire quelque chose de plus grave que leurs insultes. Ça, c'est clair. Alors, par contre, si c'est dans le pays, comme jusqu'à maintenant, ces gens qui agissent comme ça ne sont pas officiels, on peut continuer à faire son travail. Seulement, ils t'ont diffamé, tu avais une affaire, tu devais discuter avec les gens, tout le monde va avoir peur, parce que tout le monde a peur de tout le monde quand on parle mal de toi et qu'on dit que tu n'es pas tout proche du système. Là, ça peut t'offenser personnellement et même économiquement. Je dirais que là, je préconise plutôt une autre solution et qui reviendrait plutôt à nous, des organisations qui travaillent sur la promotion de la presse et tout, c'est d'essayer d'aborder la question en professionnel et de pousser le gouvernement rwandais à accepter qu'il y ait une autorité nationale des médias qui travaille comme il faut, au besoin leur donner les moyens, notamment les formations et même les lieux, et même les moyens financiers, pour que au moins, si des discours comme ça sortent sur les réseaux sociaux, il y ait une politique de monitoring qui les inventorie et qui les critique au moins publiquement à travers les médias conventionnels,
qui accèdent à la population, notamment dans les radios. Donc, s'il y a des propos comme ça qu'on voit dans les tweets, qu'on puisse quand même avoir le droit de les inventorier et d'avoir une émission, par exemple, aux radios, comme il y a des radios au Rwanda, même la radio nationale, pour les critiquer, en tout cas pour en discuter pour du vrai. Parce que le fait que ces gens travaillent devant les ordinateurs et qu'il n'y a personne qui peut lever un petit doigt, leur permet de faire n'importe quoi et ça touche vraiment énormément de populations et c'est de la propagande qui peut arriver même à des crimes plus abominables que ce que vous imaginez. Donc nous, en tout cas, si je parle comme IDPA, on a un programme sur le Rwanda, sur le Burundi aussi d'ailleurs. On essaie de lancer un centre de formation de médias avec d'autres moyens que ceux qui ont été donnés à la Maison de la Presse et tout, où on puisse former régulièrement les journalistes, mais pas que ça, mais où on puisse aussi inventorier le discours de la haine. Et ces discours que vous voyez qui attaquent les gens, c'est des discours de la haine. C'est de la propagande haineuse. Et je pense qu'une autorité des médias en collaboration avec un centre de formation de médias autorisé pourrait éventuellement travailler là-dessus. Mais ça prendra du temps. Oui. En attendant, nous, dans des débats comme ça, on va essayer de dénoncer des situations comme ça sans attaquer les gens. Parce que là, je dois y revenir. N'attaquons pas les gens, les personnes, parce qu'il faut attaquer le mal qui est en eux. Et puisque ces gens qui croient qu'ils peuvent vivre grâce à la diffamation contre les autres, je pense qu'ils ont des soucis aussi. Ils ont des problèmes, soit psychologiques, soit intellectuels, soit même financiers. Ils croient qu'en procédant comme ça, ils peuvent avoir des moyens pour survivre. Donc, Oui, n'attaquons pas les gens. Pour abonder dans le même sens, et puis vous y reviendrez pour conclure, mais je voudrais vous donner cet exemple qui montre que quand bien même vous êtes là pour, par exemple, s'il y a des actes, des actions louables, même quand on les met en lumière, parce que considérés comme de l'opposition, ou tout en étant d'ailleurs de l'opposition, comme c'est le cas de Mme Victoire Ingabire Umuhoza, vous voyez, dans ce tweet, il essaie de publier, il publie son message pour dire que elle était contente de voir que, par exemple, les services de cet hôpital avait fait montre vraiment d'un bon fonctionnement ce jour-là. Et voilà que même en loi cet acte qui était remarquable, voilà que ça n'a pas été, on dirait que ça n'a pas été vu d'un bon œil par ceux qui ne la digèrent pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Gustave Mbonyumutwa, quand même un tweet, un message qui, bizarrement, ne devrait pas susciter des attaques violentes. Mais mine de rien, en voilà une. Bon, vous m'excuserez, moi je n'ai pas l'habitude de commenter les tweets de ce monsieur. Cela fait longtemps que je le compte parmi ceux qui sont totalement insignifiants, même si effectivement il est très prolixe sur les réseaux sociaux. Donc, j'aurais préféré que vous nous montriez des tweets qui émanent des officiels du gouvernement, des gens qui font la politique au Rwanda ou des personnes qui ont peut-être une certaine notoriété au sein de la population rwandaise et qui peuvent influencer. Donc, ce sont plutôt ce genre de tweets et de messages sur les réseaux sociaux auxquels il faut vraiment faire attention. Je fais par exemple, j'attire souvent l'attention des gens aux messages qui sont véhiculés par le ministre Bizimana Jean Damascène, qui est ministre et qui a dans son portefeuille les compétences qui doivent aider les Rwandais à retrouver la fameuse confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les compétences d'unité, de réconciliation aussi et de mémoire. Pourtant, c'est l'un des hauts officiels qui s'adonne à ces pratiques sur les réseaux sociaux, que ce soit en écrivant. C'est plus rare en écrivant, mais en tout cas, on l'a déjà vu dans certaines interviews de radio YouTube, où là, il n'hésite pas à attaquer les gens nommément,
de manière personnelle sur leur famille, sur l'idéologie supposée, sur leurs histoires, etc. Donc pour moi, ce qui est très grave, c'est lorsque ce genre de campagne est orchestré au niveau de l'appareil étatique, de niveau de ministre, de gouverneur, parfois de député. C'est ça qui est vraiment problématique, parce que des gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux, je pense que ça existe dans tous les pays. Mais au Rwanda, cela devient malsain lorsque cela est un instrument politique que l'État utilise pour, une fois de plus, intimider et faire taire leurs critiques, en quelque sorte. Et donc, oui, quand je vois que Mme Victoire Ingabire fait l'objet de multiples attaques, souvent de la part de mêmes personnes, ce qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que cette attaque vient du gouvernement? Est-ce que c'est une attaque qui est dans le programme ou dans l'action du gouvernement? Et c'est ça qu'on doit apprendre à dénoncer et à combattre. Et vous verrez qu'il y a désormais des gens, lorsqu'ils voient ce genre de choses, ils n'hésitent pas à répondre. Et c'est peut-être une manière de répondre à votre question, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, c'est que les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne se contentent pas de transférer sur WhatsApp en disant « tu as vu ce qui se passe, tu as vu ce qui se passe », mais que ces personnes se sentent légitimées pour aller interpeller, voire même condamner ce genre de pratiques, surtout lorsqu'elles émanent des autorités du pays jusqu'au niveau ministériel. Donc ça, c'est une première chose, c'est que les gens eux-mêmes n'hésitent pas à condamner ces pratiques. Parce qu'en fin de compte, lorsque les gens qui les font, surtout lorsqu'ils sont dans des positions officielles, se voient de plus en plus de remarques, ces personnes finiront par comprendre que ce sont des choses qui ne se font pas. Mais les Rwandais, nous n'aimons pas nous exposer, nous préférons critiquer et réagir en coulisses, mais ça aussi, malheureusement, ça contribue à légitimer et en tout cas encourager les personnes qui continuent à s'attaquer aux autres. Oui, Gustave, avant que je ne donne la parole à Maître Laure Ouassé, vous évoquez des propos ou des écrits émanant des personnalités qui ont une certaine, des personnes qui ont une certaine notoriété. Prenons un petit exemple, juste pour écouter, juste une minute, et on revient. muzareka kubaho ibyo ngibyo nabyo ni ukubaho mugomba kubaho ariko mukamenya ko mugomba kubaho munirinda bariya bana ba Jambo SBR n'abuzukuru b'abaparume Hutu Media n'abana b'abajenosideri wenda baracyarwana si cyo nkubwira se baracyarwanira ibyabasize baracyarwanira ideologie genosideri bariya muzabatsinda ejo niyo mpamvu tutagomba no kubatindaho ngo baduteshe igihe nibakore bibi mukore byiza bakore ibikorwa by'urwango mukore iby'urukundo nta na rimwe ikibi kizatsinda ikiza ntubona aho turi pareke batigihe ariko mbabazwa n'abana bazabyara nk'uko nabo buriya bambabaza rero ikigusetsa bariya bose amashereka mabi amashereka abigisha urwango niyo mpamvu nabo bameze kuriya sibo nabo nta babyeyi gito baraga abana babo ibyabananiye ubwo urumva koko ukwiye kuraga umwana wawe urwango ariko byo nibyo bakora nta kuntu urukundo rutabatsinda ntukihangayitse mujye mubaho n'izo match muzirebe ariko mumenye ngo muhamagariwe iki ntabwo bazabatsinda. Alors, je ne sais pas si c'est anodin, je ne crois pas, mais en plus, Madame Yolanda Mukagasana, nous avons voulu aborder le sujet de manière générale, globale, mais des propos qui émanent d'une personnalité, de quelqu'un vraiment qui est écouté, sa parole est écoutée. Donc, je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, parce que là, ça évoque même dans la culture rwandaise, dans la société rwandaise, les mères rwandaises, les mamans n'ont-elles pas le même sein au point de vue de besoin nutritif des bébés quand on évoque la façon dont elles évoquent les seins des mamans, c'est quelque chose de très fort. Ça montre la gravité
des idées qui sont véhiculées, mais nous sommes en train de conclure le sujet du jour. Mais peut-être avant d'accorder la parole à Maître Loroissé, vous voulez en dire un mot? Parce que c'est Oui. là l'objectif de dire comment faire face. Il y a Jean-Claude Mouito qui a dit qu'il ne faut pas jouer le même jeu. Voilà. Oui. Là, je le dis autrement, mais qu'il faut savoir comment réagir de manière à ce qu'on apporte une solution à la société rwandaise plutôt que de descendre au niveau aussi bas. Je pense que c'est dans ce sens-là. Gustave? Oui, merci. Mais écoutez, c'est dommage que vous montriez cette vidéo à ce stade de l'émission parce que cette vidéo en soi peut faire l'objet d'une émission entière. Et c'est aussi un peu dommage qu'elle ne soit pas en français, malheureusement. Donc, ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, n'ont peut-être pas pu comprendre la gravité qu'il y a dans les discours qui est tenu par cette dame. Mais si jamais à l'avenir, lors d'une rediffusion, vous avez pensé sous-titrer cette vidéo, je vais quand même essayer de commenter pour que les personnes puissent à la fois comprendre ce que Mme Mukagasana a dit et aussi comprendre les réactions que nous allons avoir ici. Bon, première chose, je pense que cette dame a une notoriété assez mitigée dans la communauté rwandaise. Et quand je dis communauté rwandaise, je parle de tous les Rwandais, pas seulement ceux d'un côté ou d'un autre, politisés ou non politisés. Donc, sa notoriété est très, très mitigée, voire même, elle penche plutôt vers une personnalité négative. Donc, ça, c'est aussi un point important lorsque les gens se font attaquer sur les réseaux sociaux. C'est toujours se poser la question, mais qui est la personne qui m'attaque? Parce qu'il y en a qui le font de bonne foi, Jean-Claude Mouito en a parlé, mais il y en a évidemment qui le font de mauvaise foi ou peut-être avec une intention de nuire. Et lorsque vous identifiez que ces gens qui vous attaquent le font avec une mauvaise foi ou avec une intention spéciale de vous nuire, eh bien, ça ne devrait même pas vous atteindre parce que c'est une mission qu'ils se sont donnée. Madame Mukagasana fait partie de ces gens-là. Elle attaque tout azimut. Elle a probablement une histoire personnelle très compliquée, je ne le discuterai pas, mais elle est connue comme quelqu'un qui attaque tout azimut, n'importe comment, parfois avec une certaine méchanceté, et donc la crédibilité de ses propos n'est pas très élevée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les propos même qu'elle tient. Peut-être, si vous permettez, en une seule phrase pour ceux qui nous suivent sans tout comprendre de ce qu'elle a dit. En résumé, c'est comme si elle disait qu'au moment où les mères, les mamans allaitent leurs enfants, que certains enfants donc, tirent du sein de leur mère de mauvaises idées. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement. Donc, ça, c'est concernant les propos qu'elle a tenus. Les propos en soi, ce sont des propos qui sont dommageables pour tout le peuple rwandais parce qu'elle essaye de faire comprendre aux gens qui l'écoutent que la haine politique, ethnique, sociale peut se transmettre de génération en génération uniquement par le sang. En fait, c'est le message profond qu'il y a dans ce qu'elle dit, c'est que si vous êtes né d'une personne qui est mauvaise, vous serez mauvais. Si vous êtes né d'une personne probablement qui est bon, alors là, elle ne se prononce pas. En tout cas, elle dit, et c'est sa théorie qui pour moi est la pire théorie qui existe dans l'inconscient collectif des Rwandais, c'est celle de penser que les personnes héritent de la méchanceté de leurs aïeux. Encore faut-il prouver qu'il y ait eu des actes de méchanceté, etc. Mais pourquoi cela est problématique? Parce que c'est ça qui fait le fondement même du génocide. Parce que le génocide, on en vient à tuer les gens uniquement pour ce qu'ils sont, donc comment ils sont nés, parce qu'ils appartiennent à une certaine région, une certaine ethnie, une certaine religion, une certaine nationalité. On ne se pose plus la question d'analyser si la personne qu'on a en face de soi représente réellement une menace ou quelqu'un qui peut vous porter atteinte ou en tout cas vous faire du mal. Et donc, on finit par rentrer dans cette logique génocidaire. Pour moi, dans les propos de cette dame, je reconnais malheureusement un raisonnement, je vais le dire et je l'assume, je reconnais un raisonnement génocidaire. C'est une idéologie génocidaire de penser qu'on peut
allaiter dans le sang maternel la méchanceté, l'idéologie génocidaire, etc. Et donc, je trouve que c'est très dangereux que ces propos puissent passer, et c'est là où j'interpelle le gouvernement rwandais, qui se dit le champion de la lutte contre l'idéologie génocidaire, et je l'interpelle parce que face à des propos comme cela, ils ne réagissent pas. Et c'est d'autant plus problématique puisque au Rwanda, il y a maintenant toute une génération des deux côtés. Quand je dis des côtés, c'est évidemment des Hutus, des Tutsis, de ceux qui étaient au Rwanda avant, qui sont après, qui ont des parents qui, d'une façon ou d'une autre, ont été montrés du doigt dans différents rapports. Et je parle par exemple des enfants de personnes qui sont dans les rapports comme le Mapping Report, des mandats d'arrêt d'Espagnols et des personnes qui sont montrées du doigt comme ayant commis des crimes de masse au Congo. Alors, quand vous entendez un discours comme celui-là, vous vous demandez, mais finalement, dans quel Rwanda allons-nous vivre? Allons-nous vivre dans un Rwanda où tous les jeunes vont se regarder à travers ce que leurs parents ont fait ou même n'ont pas fait? Et pour moi, ça me fait peur, ce genre de discours. Donc, ça dépasse un tout petit peu le cadre de l'attaque personnelle, de la diffamation qu'on peut faire contre l'un ou l'autre. Pour moi, ce genre de discours est un discours destructeur, complètement destructeur de la société rwandaise. C'est malheureux que cette dame, soi-disant, ait une autorité, mais heureusement, après qu'elle ait prononcé ce discours, j'ai entendu énormément de personnes la condamner. Malheureusement, pas au devant de la scène, mais énormément de personnes l'ont condamné. Et ce qui m'a rassuré, c'est que ces condamnations venaient de Rwandais, de tous bords, de toute histoire, de toute région, de toute ethnie. Et donc, il y a espoir que ce genre de discours, finalement, ne puisse pas se perpétuer. Voilà, c'est la réaction que je peux avoir. Merci, Gustave, pour tous ces éclairages. Pour finir, Maître Laure Ouassé, le dernier mot sera accordé à Jean-Claude Nouit. Vous, est-ce que vous avez grand espoir que les générations futures puissent tourner la page et apprendre, tirer de bonnes leçons à ce qui se passe actuellement, à ce qui s'est passé? Surtout aujourd'hui, on parle vraiment de cette campagne d'attaque violente, surtout sur les réseaux sociaux. Et là, c'est le début et les conséquences sont énormes au moment où un pays comme le Rwanda a besoin de voir tous ses enfants vivre ensemble. Voilà, donc vous avez un espoir pour les générations futures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait, que ce soit parmi les Rwandais qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du Rwanda? Est-ce qu'il y a quelque chose de palpable qui est fait qui puisse donner espoir que les générations futures ne vivront pas la même scène? Maître. Bien évidemment, j'ai l'espoir qu'en effet, la génération future, déjà j'ai envie de dire ma génération, voit les choses autrement. Et c'est d'ailleurs quand on remarque les réactions du pouvoir de Kigali, on se rend compte qu'ils sont eux-mêmes conscients que cette indoctrination qu'ils ont essayé de mener pendant plusieurs années, qu'elle arrive à une fin. Moi, je le vois beaucoup sur Twitter, par exemple, quand je suis énormément de jeunes qui habitent au Rwanda, et ils ont un esprit critique très, très développé. Et les autorités rwandaises ne savent plus comment les arrêter parce que autant l'ère des réseaux sociaux fait qu'il y a beaucoup de fake news, d'intox, et que parfois il est difficile de démêler le faux du vrai, autant les réseaux sociaux aussi permettent de discuter, d'avoir un échange avec une personne que, dans d'autres circonstances, on n'aurait jamais pu rencontrer, ne fût-ce que, en tout cas physiquement. Et donc, il y a des échanges qui ont lieu, qui font que plusieurs personnes ouvrent les yeux et commencent à se questionner
et à réfléchir autrement. Ils vont se renseigner aussi parce que voilà, l'Internet est aussi c'est une aubaine. Il y a énormément d'informations qu'on peut y retrouver, mais en étant suffisamment critique et en analysant les pros et contras, on peut arriver à se forger sa propre opinion. Par exemple, cette vidéo de Yolande Moka-Agassana, de manière très remarquable, elle le dit en Kinyarwanda, en se disant peut-être les jeunes ne vont peut-être pas bien comprendre parce qu'ils ne comprennent pas bien le Kinyarwanda, ou alors on pourra dire mais non, écoutez, c'est vous qui n'avez pas bien compris les nuances en Kinyarwanda. D'ailleurs, je l'ai vu au moment où cette vidéo a été publiée, il y a une chercheuse qui ne parle pas le Kinyarwanda qui a défendu bec et ongle cette vidéo parce qu'on lui avait donné une autre traduction en disant mais non, mais en fait, ce sont eux qui ne comprennent pas. Et donc, on espère que en disant tous ces propos diffamatoires, tous ces mensonges, en le disant en Kinyarwanda, on espère qu'on pourra embobiner les jeunes pour qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui est dit. Mais les jeunes qui comprennent le Kinyarwanda et qui voient, par exemple, une vidéo pareille, diffuser tant de haine, on ne peut que commencer à se questionner. Et donc, oui, j'ai l'espoir et je suis sûre et certaine en tout cas, moi, je le vois au niveau de ma génération, la génération future, elle a parlé de nos enfants. Mon fils de 3 ans, je suis sûre et certaine qu'il aura une autre mentalité et d'ailleurs qu'il voudra vivre dans son pays, en tout cas au moins voyager, avoir le loisir de dire voilà, j'ai la possibilité de vivre au Rwanda, tout comme j'ai la possibilité de vivre en Belgique où je suis née. En tout cas, c'est l'espoir et je suis sûre que d'ici quelques années, si on continue cette lutte, ça sera possible. Ce n'est pas facile, c'est vraiment une lutte. Ce n'est pas évident et il y aura des obstacles. C'est avancer, c'est faire 3 pas en avant et 5 pas en arrière et puis on recommence. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Moi, par exemple, ça fait depuis 2010 que je m'intéresse de manière active à la question rwandaise. Et bon, on n'est toujours pas, je n'ai toujours pas la possibilité d'aller au Rwanda, mais je vois énormément de changements. Donc, oui, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai énormément d'espoir. Ah oui, vous évoquez cette période où vous êtes vraiment intéressé sur le Rwanda. Je crois avoir lu quelque part que le jour où vous avez appris que le président Kagame était en déplacement à Paris, que vous avez voilà, fait le voyage de Belgique en France pour essayer d'aller au rassemblement, mais qu'on ne vous a pas donné cette chance. Donc voilà, Non, ça aussi. non. Oui, vous voulez évoquer un peu ça en 1 minute avant qu'on ne conclue? Oui, bon, il y en a eu plusieurs. Hein. Donc, en effet, on s'était préparé à aller au Rwanda Day en pensant qu'on allait pouvoir entrer, tout comme, je pense, l'année d'avant en Belgique, c'était organisé, on a pu entrer. On nous a fait poireauter pendant 2-3 heures. Et pour finir, le garde du corps de Kagame est venu devant nous en nous disant, voilà, vous ne pouvez pas entrer parce que vous êtes des ennemis du pays. Mais le jour réellement où je me suis intéressée à la problématique rwandaise, j'avais 14 ou 15 ans, et c'est justement ce que je disais, l'esprit critique, c'est que j'avais été à un rassemblement rwandais avec un monsieur qui d'ailleurs maintenant est au Rwanda. Il avait fait un discours que j'avais compris parce que je comprends le Kinyarwanda. Et alors, une fois rentré à la maison, au journal, on évoquait ce rassemblement et il y a une personne qui a été interviewée et qui disait que dans ce discours, on appelait à la haine, qu'on disait des choses méchantes, alors que j'étais là et que je sais que c'était absolument faux. Et c'est depuis ce jour que je me suis dit, mais en fait, il y a un problème, il faut que je m'intéresse à ce qui se passe au Rwanda. Et c'est pour ça que j'ai l'espoir, parce qu'on ne peut pas être menti de manière, en tout cas entendre un mensonge aussi flagrant et ne rien faire et laisser passer et se dire que c'est normal. Merci, maître.
Chers auditeurs, chers Mais, téléspectateurs, Jean-Claude, s'il vous oui, plaît. vous voulez en 2 phrases Oui, avant en 2 qu'on phrases. nous J'ai donne oublié la de. parole à Jean-Claude? Oui, Oui, merci. oui, Désolé de allez-y, vous. allez-y. Il y a 2 choses que je n'ai pas pu dire parce que votre question était très claire, à savoir comment faire face à ce genre d'attaque. Et je n'ai pas eu l'occasion d'exprimer 2 idées importantes. La première, qui est probablement celle qui fait que personnellement ou au niveau de Jambo Esbel et d'autres personnes avec qui nous parlons, qui fait que nous avons l'impression de résister et de ne pas nous laisser nous intimider, c'est qu'il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même et savoir que les idées que nous défendons, ce sont des idées qui sont bonnes, qui sont sincères. Parce que la première chose qui déstabilise les gens, c'est lorsqu'ils viennent au devant de la scène sans être certains de ce qu'ils défendent. Et quand vous avez face à vous des gens de mauvaise foi qui veulent vous faire croire que vous êtes mauvais, que vous descendez de personnes mauvaises, que vous fréquentez de mauvaises personnes, eh bien, vous êtes déstabilisé. Donc, première chose, c'est vous connaître, savoir d'où vous venez, savoir avec qui vous parlez. Une fois que vous savez que tout ça, c'est que des mensonges, à la fin de la journée, ça ne vous dérangera pas. Et personnellement, lorsqu'on nous attaque en disant que nous sommes des descendants de génocidaires, nous sommes des amis de génocidaires, nous sommes des négationnistes, et que vous regardez autour de vous et que vous constatez que ce n'est pas le cas, à la limite, ça devient même une façon de voir que la seule arme qu'ils ont contre nous, c'est le mensonge. On attend avec impatience, c'est ce que Laure a dit tout à l'heure, qu'on nous emmène en justice pour nous poursuivre de négationnisme. Mais ça ne se fait pas. Et donc, on finit par comprendre que ces gens-là savent eux-mêmes qu'ils mentent au point qu'ils ne passent jamais l'étape de nous mettre face à la justice pour répondre de ces accusations. Et donc, quand vous vous connaissez vous-même, que vous connaissez vos idées, ces genres d'attaques-là, normalement, ne vous font pas effet. Et la deuxième chose qui est très importante que je voulais dire, c'est qu'il faut se concentrer sur les messages positifs et encourageants. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement n'est pas visible au devant de la scène, mais à un tweet qui nous attaque, nous recevons 10 messages qui nous encouragent. Et j'espère que les personnes qui font l'objet aussi d'attaques de ce genre-là reçoivent la même quantité de messages positifs et encourageants. Et donc, j'ai envie de dire à ces gens-là qui nous attaquent, du Rwanda ou d'ailleurs, ils perdent leur temps. Ils perdent le temps parce que la dynamique que nous avons de défendre cette vérité, elle est soutenue par beaucoup de personnes, beaucoup de Rwandais et d'amis du Rwanda. Et donc, tout jeune qui se sent l'envie de venir sur les réseaux sociaux, j'espère qu'elle pourra rencontrer ces 2 choses. D'abord, se connaître soi-même et avoir une forte conviction de sa propre histoire. Et deuxièmement, être encouragé par des gens qui sont dans une dynamique positive. Voilà, merci je vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup, Gustave. Pour ceux qui nous suivent, il est clair, on a abondamment abordé cette problématique, surtout en donnant des exemples sous forme d'illustration en ce qui concerne ceux qui soutiennent, donc du côté du régime en place actuellement, mais ce n'était pas pour ignorer que ce genre de situation, que cette propagande et les attaques violentes, désinformation, intoxication médiatique, ce n'était pas pour négliger que ça peut aussi se voir, ça peut se manifester même d'un côté comme de l'autre. Donc, mais nous y avons vraiment mis accent parce que justement, ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont quand même un grand rôle à jouer parce que ce sont eux justement qui ont le pouvoir, mais ce n'est pas vraiment pour négliger que ça peut provenir d'un autre côté. Et d'ailleurs, Jean-Claude Nkubito a évoqué cela. Donc, ce n'était pas qu'on ait fermé les yeux sur cela. Donc, nous sommes conscients et nos invités, comme ils l'ont exprimé, ils sont conscients que chacun doit apporter sa contribution pour que les choses aillent dans le beau sens. Ça concerne tout le monde. Ce ne sont pas que les auteurs de la propagande, mais aussi, même les victimes, ils ont une pierre à apporter. Surtout, ne pas jouer leur jeu. Et je pense que peut-être en 2 minutes, Jean-Claude Nkubito, vous allez faire une conclusion, je crois,
dans le même ordre d'idées. Merci. En fait, chaque fois, je pense à 13 millions d'habitants qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas... Il n'y a pas plus de 2 millions, il n'y a pas 1 million de personnes qui passent tout le temps à regarder sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une population qui a assoiffé de la paix, qui a assoiffé de l'amour, de la relation avec le voisin. Et mais ils écoutent les radios. Pardon? Ils écoutent les radios. Ils écoutent les radios, mais les radios ne diffusaient pas autant de messages que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis, écoutez, c'est trop dire aussi, parce que vous avez tous vécu au village comme moi. Et pour le moment, vous savez, on n'a pas le temps de ça. Ils sont en train de chercher à manger pour leurs enfants. Non, Jean-Claude, pardon de vous couper, mais ces propagandes arrivent au village. Vous l'avez vu. Justement, ces propagandes arrivent au village, mais ne servent pas la population qui se trouve au village. Oui, la population en est victime, non? La population est juste victime. Et moi, quand je pense, j'essaie de penser non pas du côté de ceux qui font ça, parce qu'ils ont des capacités intellectuelles comme les miennes, mais plutôt à cette population qui subit régulièrement et qui a toujours subi le génocide et qui a subi les crimes. C'est cette population qui est victime pour le moment et c'est à cette population qu'il faut plutôt focaliser notre attention première et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce peuple épris de paix et de convivialité puisse vivre ensemble à l'université, dans les écoles secondaires. Tu sais, ces gens qu'on voit, ils ne sont pas aussi nombreux que ce que nous croyons. Seulement, comme c'est du poison, le poison, ça tue. Donc, le langage pareil, qui est dangereux, il parvient à atteindre beaucoup de gens, mais il est véhiculé par très peu de gens. Certes, il faut se focaliser sur eux, mais aussi se focaliser sur le bien-être de la population qui est souvent abandonnée à elle-même. Donc, moi, je pense que nous devons, si on se sent attaqué, il faut vraiment essayer de ne pas jouer le jeu de l'agresseur, mais de garder le cap sur ce que nous voulons. Si nous avons l'intention de faire bien vivre cette population dans l'avenir, continuons comme ça parce que de toute façon, elle attend beaucoup de nous. Si nous avons l'intention de voir les choses changer positivement dans le pays pour que tout le monde ait la paix, continuons à travailler là-dessus sans nous attaquer aux personnes, mais en nous attaquant au mal. Mais ne nous laissons pas intimider par ce qu'ils font. Et puis, essayons quand même de mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Comme cela se passe dans un pays théoriquement de droit, en tout cas, les lois rwandaises sont impeccables, à les regarder. Il faut demander au gouvernement rwandais de réagir, à la RIB de réagir, et ne va pas le faire, mais au moins dans l'avenir, on va constater que Gustave, que Jean-Claude, que Laure, que moi-même, nous avons essayé de tout faire pour réveiller ces responsables politiques vers leurs responsabilités. Alors, est-ce qu'on peut laisser les choses comme ça? Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il faille laisser les choses comme ça. Essayons de cultiver la paix intérieure de nous-mêmes, chez nous, mais avec les autres. Nous nous attardons pas à ce que font ces personnes de mauvaise foi, attardons-nous plutôt à de bonnes personnes qui agissent en bien. Il y en a, je vois souvent sur Facebook des vendredis de gratitude. Ce n'est pas que des gens qui ont fait du bien avant le génocide, c'est aussi des gens qui font du bien aujourd'hui. Nous voyons des gens dans le pays qui investissent dans la progression, dans le progrès de la population. Essayons de travailler sur ça et de constater ça. On ne va pas parler d'eux, on va parler de ces gens qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux, mais si j'ai tellement été épaté par l'attitude de Mme Ingabire quand elle a été à l'hôpital, qu'elle a apprécié le service qu'elle avait reçu et qu'elle a été insultée par la suite. Elle n'a pas été insultée sur ce qu'elle a dit, elle a été insultée sur ce qui n'a même pas droit de se trouver dans son tweet, qui n'a pas été dans son tweet. Donc, elle continuera certainement à parler du bien et ne s'occupera pas du tout de ces insultes qu'elle subit chaque fois. Je pense qu'il faut vraiment non plus nous attaquer aux personnes, parce que nous avons tendance à le faire, traiter de tout le monde de criminels. On sait bien, ces gens, s'ils sont criminels, ils sont les premiers à avoir l'information, parce qu'ils le sont. Par contre, nous, comment est-ce qu'on peut promouvoir la paix, le bien-être social et la convivialité? Parce que la paix ne se fait pas ne se construit pas contre les autres, mais elle se construit avec même ces gens, parce qu'ils ont droit à la paix. Ils ont des problèmes, comme je l'ai dit, ils ont des soucis personnels, soit psychologiques, soit intellectuels, soit financiers, et ils croient qu'en travaillant comme ça, ils vont gagner quelque chose, mais plutôt
travaillons pour que tout le monde ait accès à l'eau potable, travaillons pour que tout le monde ait accès à... Comme ça, ils ne seront pas obligés de s'asservir pour quelque chose d'insuffisant. Alors, je pense que, comme conclusion, la haine existe chez nous. Elle a existé avant, mais elle n'était pas véhiculée par les réseaux sociaux qui sont partagés par tout le monde. La seule chose que nous pouvons faire et que nous pouvons inciter tout le monde à faire, c'est de plutôt ne pas tomber dans le piège, de travailler bien et de pousser au bien chaque fois. Et comme quand tu subis la haine et que tu propages la haine, tu fais en fait comme celui qui t'a attaqué. Je pense qu'il y a un jeune qui a chanté ça. Nous avons été victimes de la haine. Nous serons des propagateurs de l'amour. Je pense que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin. Je voudrais vous remercier pour tout ce temps consacré à ce sujet. On ne l'aura pas épuisé. Et on y reviendra parce que ça demande un travail profond, mais aussi un travail d'échange, de compréhension, de partage pour qu'on puisse vraiment trouver un pays apaisé, qu'on n'ait pas de mêmes idées, qu'on ne soit pas dans les mêmes partis, que l'on soit de la société civile, que l'on soit de la politique, mais vraiment que personne ne puisse s'en prendre à l'autre gratuitement comme ça. Donc, je voudrais remercier aussi pour tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont envoyé des messages. Il y a mon collègue qui n'a pas pu nous joindre pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ce sont donc on comprend. Et on était donc avec Maître Laure Ouassé. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous nous avez fait l'honneur vraiment d'être avec nous. Merci à vous, Jean-Claude. C'est nous qui vous remercions. Gustave Mbonyumutwa, nous vous remercions vraiment pour tout ce temps que vous avez passé ensemble, ainsi que Jean-Claude Mubito. Nous vous remercions et nous vous souhaitons le meilleur, ainsi que à tout ce que vous aimez. Nous allons finir sur la belle chanson que nous avons pu écouter au début de l'émission, mais sans pouvoir la finir. Et c'est une chanson qui a été reprise par Faustin Kabanza en hommage à Kizito Mihigo. Alors, je vous dis à très bientôt, le meilleur pour vous et vos familles respectives. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Hari wabitwaza gukwanga ngo babone none kurabo bakwivuganye kandi hari n'abitwaza kukwihebera ngo bawudogoze ubutumwa bwawe bwera. Abanyarwanda twi